Allez, c'est parti. Salut tout le monde. J'attends le premier coucou pour m'assurer que le direct est bien parti. Et puis, pendant ce temps-là, en intro, avant de répondre aux questions, j'ai changé un peu les lumières parce que j'ai vu que les lumières étaient un petit peu éblouissantes. Donc j'ai fait des lumières un peu plus directionnelles. J'en ai plein la figure, je vois plus rien, mais j'espère que pour vous, c'est mieux. Et puis quoi d'autre? Non, c'est tout. C'est les seuls changements techniques. Donc il y a un grand progrès technique. J'ai changé les lumières. Voilà. Et donc je suis prêt à répondre à vos questions, mais je voudrais au moins un petit coucou, un petit truc pour être certain que ça se diffuse. Pour pas parler dans le vent. Mais en même temps, c'est pas grave. S'il y a personne là en direct, si c'est bon, c'est parti. Ok. Bon, on y va. Alors, les questions du jour. Les questions du jour, toujours des Chelly qui m'aident et qui vous aident aussi à poster au bon endroit. Donc quand Chelly vous propose de répondre à des questions, n'hésitez pas de le faire. Chez les moi, on est hyper connectés et on fait ça en bonne synchro tous les deux. Voilà. Alors, première question, Patrick. Patrick qui dit comment faire pour travailler avec de l'acrylique pour tenir le plus longtemps parce qu'elle sèche trop vite. Et là, il y a déjà eu des réponses intéressantes. Effectivement, salut, c'est bon, c'est parti. Effectivement, l'acrylique sèche, mais c'est un des grands intérêts aussi de l'acrylique, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas dans le frais tout le temps et on peut juxtaposer les couches rapidement, des couches sèches pour pouvoir retravailler et redécouvrir des nouveaux effets sans que tout se mélange. Donc ça, c'est un super avantage de l'acrylique. Mais c'est vrai que c'est aussi une peinture qui est sujette à l'hygrométrie générale. Voilà, c'est-à-dire de la teneur en humidité de l'air, de la chaleur qu'il fait. Et en plein été, ça sèche super vite, en hiver un petit peu plus lentement, mais ça sèche quand même très vite. Donc il y a deux sujets. Le premier, c'est vous avez envie de ralentir pendant que vous travaillez le séchage de l'acrylique pour pouvoir travailler plus longtemps sur la toile, dans le frais et sur la palette. Dans ce cas-là, il y a des retardateurs pour acrylique qui existent, qui sont des médiums, qui ont cette propriété de retarder le séchage de l'acrylique et vous permettent de travailler encore dans l'humide. Ces retardateurs sont plus riches que la flotte, parce que vous pouvez aussi le faire avec l'eau, mais ils maintiennent cette qualité de la résine, donc c'est intéressant. Et donc ils retardent le séchage de l'acrylique. Ce que font d'ailleurs tous les médiums. Hein. En règle générale, quand vous rajoutez un médium à l'acrylique, il y a un peu de, il y a un petit peu de. Vous avez un peu plus de temps pour travailler. Mais donc, il y a des médiums spéciaux, liquides, qui permettent de retarder. Une possibilité. La deuxième possibilité, quand vous voulez travailler et prolonger le temps de travail, vous pouvez travailler avec un vaporisateur. D'ailleurs, il y a Marielle sur la plateforme courbesart.fr qui travaille avec un vapo, on appelle ça le vapodo. Et ce vapo, il va réhumidifier tout le temps votre peinture et vous permettre de travailler. Mais c'est pas neutre, puisque ça dilue l'ensemble. Il n'y a pas de mystère quand même. Voilà, salut Coco. Donc voilà, pour travailler plus longtemps. Donc privilégiez, si vous pouvez, vous achetez ça, des retardateurs. Il y en a sur beaux-arts.fr. Voilà. Ou donc de l'eau. Deuxième sujet, vous avez envie de protéger et de conserver votre palette d'une séance sur l'autre. Parce que si vous faites rien, l'acrylique est sèche. Alors comme souvent dans les palettes, il y a des petits paquets, des petits tas de peinture, ça dure un peu plus longtemps, mais globalement, au bout de 24 heures, c'est mort. Alors pour prolonger ça, il y a plein de solutions. On va partir des plus business commerciales jusqu'aux plus bidouillés. Voilà, il existe des palettes qui permettent de maintenir l'humidité de l'acrylique. Et le principe de ces palettes, c'est plutôt d'apporter de l'humidité par en dessous, avec des systèmes qui sont multiples, globalement des espèces d'éponges, on va dire, ou des cotons, etc., que vous humidifiez, que vous posez en dessous de la palette et qui permettent de maintenir l'ensemble humide très longtemps. C'est vachement bien quand on peint en plein été, parce que là, on n'est pas obligé d'avoir d'autres matos, il y a juste la palette qui maintient l'humidité. Et en plus, elles sont souvent hermétique, vous refermez et vous mettez ça au frigo, effectivement, le frigo ralentit tout ça. Ça vous permet de retravailler, de réutiliser votre palette. Mais ça, c'est quand vous vous payez ces magnifiques palettes. Elles sont pas hors de prix, mais ça correspond quand même à un budget. Vous pouvez aussi faire ce qu'on vous dit là, enfin je montre Facebook parce qu'il y a déjà eu des réponses. Vous pouvez protéger à la fin votre palette avec un papier alu ou un linge, etc. Réhumidifier l'ensemble avec un petit vapeau d'eau et vous isolez en fait de l'oxyde de l'air et vous mettez au frigo, ça c'est très bien. Dans un Tupperware, effectivement, enfin dans une boîte hermétique, vous pouvez le faire. Le truc, c'est que n'oubliez pas votre palette parce que ça moisit. Hein. Globalement, vous avez intégré déjà des corps étrangers, un peu de pollution, de la flotte et tout ça, et ça va moisir dans le temps. Donc ne refermez pas hermétiquement ça, pas pour plusieurs semaines, quoi. Ça marche pour quelques jours, mais pas pour plusieurs semaines. Voilà, et après, tous les systèmes qui vont maintenir de l'humidité et être hermétique, et donc un peu de froid pour prolonger la durée de vie de la palette, seront bons pour que ça dure quelques jours. Moi, j'ai tendance à plutôt essayer d'humidifier par en dessous que par au-dessus, parce qu'au-dessus, vous allez transformer
l'acrylique qui reste, alors que par en dessous, vous allez juste maintenir un environnement humide. Voilà, ok? C'était la question de Patrick et puis les réponses diverses de vous tous, c'était super bien. Voilà, il y a eu plein de réponses et c'était très très bien. Tadali, tadali. Alors, Cécile dit, est-ce qu'un vernis mat altère ou annule les effets de brillance et d'iridescence avec des peintures? Est-ce qu'on peut modifier? Je dis blablabla, pas pour ça, mais pour globalement le sujet. Les vernis, oui, sont là pour altérer, pour intervenir sur la matité, sur la brillance de votre travail. Donc si vous avez bossé avec de la peinture mate, c'est très bien, il y a plein de raisons possibles, hein. Mais donc si vous passez dessus un vernis brillant, le résultat sera brillant. C'est l'objectif visé. Si vous avez bossé avec de la peinture brillante et si vous voulez matifier l'ensemble, un vernis mat va matifier l'ensemble. C'est l'objectif. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire, de vous donner comme conseil? Quand vous travaillez, ne vous occupez pas de la finition. En règle générale. Quand vous bossez, si vous aimez bosser avec des peintures mates parce que ça correspond plus à votre univers, parce que vous voulez qu'il y ait un peu plus d'accroche, parce que vous faites des techniques mixtes, etc. Si vous aimez les peintures, alors on est dans l'acrylique, hein, bien sûr. Si vous aimez les peintures mates, vous bossez avec de la peinture mate. Vous vous occupez de la brillance et de la finition après. A l'inverse, si vos peintures sont satinées, brillantes, etc., vous bossez comme ça. Ce n'est que lorsque le travail est terminé qu'on s'occupe de la finition, de la brillance. Et je vous rappelle, le vernis, on en a déjà parlé plein de fois, il va servir donc à un aspect physique, esthétique. Je veux que ce soit mat, satiné, brillant, ultra brillant, salut. Ou alors, et aussi, pardon, pour un aspect un élément de protection contre la pollution, les UV, etc. de votre travail. C'est deux sujets qu'on traite à la fin, quand c'est fini. Il ne faut pas chercher, j'ai oublié de fermer ça, il ne faut pas chercher à travailler l'aspect final, global, vernis, uniforme, pendant que vous travaillez. Sauf si, bien sûr, et ça je dis ça pour tout vous mélanger exprès, sauf si dans votre travail, vous avez envie de respecter la matité ou la brillance des éléments que vous incorporez. Tac, vous voulez simuler un truc très très mat, je sais pas moi, un pot, et ben vous allez travailler avec des peintures mates, voilà, vous laissez comme ça, et puis après vous travaillez dans le brillant, dans le satiné. Voilà. Mais vous pouvez aussi très bien, même ces différences de matité, les travailler à la fin avec des vernis différents. Et là, le conseil que je vous donne, c'est de garder la même marque avec des finitions différentes. Les vernis sont compatibles entre eux, peu ou pro. Vous pouvez même mélanger dans une même marque un mat et un brillant pour faire un satiné, c'est quand même important, surtout dans les vernis acryliques. Et donc, là, qu'est-ce que je disais? Bah voilà, c'est à la fin que vous choisissez tout ça. J'espère que j'ai été clair. Je me suis un peu perdu, mais relisez ça calmement, enfin réécoutez calmement, tout y est. Je prends mes petites lunettes pour avoir la suite. Farida qui me parle des blancs à mélange. Oh, qu'est-ce que c'est un blanc à mélange? Alors, ça existe plutôt dans le monde de l'huile, mais ça existe aussi dans le monde de l'extra fine acrylique. Un blanc à mélange, ça veut dire du blanc pour les mélanges. Vous savez, quand on veut éclaircir une couleur, la rendre plus pastel, la pastelliser, on met du blanc. Alors, il y a deux blancs principaux. J'espère que les puristes ne vont pas me couper la tête parce que je suis trop simplificateur, mais il y a deux blancs. Le blanc de zinc, le blanc de titane. Le blanc de titane, c'est le plus classique, il est opaque, il est couvrant opaque. Le blanc de zinc, il est plutôt transparent. Et donc, ils vont avoir un impact différent sur les mélanges. Si vous mélangez un rouge avec du blanc de zinc, avec du blanc de titane, pardon, opaque, vous allez avoir un rose opaque. Je simplifie encore une fois, soyez indulgents. Donc le blanc, la caractéristique opaque ou transparente du blanc va avoir un impact sur le mélange global. Donc plus vous voulez avoir de la neutralité dans votre éclaircissement de couleur, et ben vous allez travailler plutôt avec du zinc. Et il y a encore mieux, il y a un blanc pour mélange qui est à la fois intense en couleur pour pouvoir travailler vraiment les nuances que vous voulez dégrader de votre couleur initiale, et qui est neutre en termes d'opacité et de transparence. Donc, le blanc pour mélange sert au mélange. Voilà, le blanc de zinc, c'est un blanc transparent pour des voiles, etc., ou des glacis transparents. Et le blanc de titane sert d'abord à travailler le blanc pur, parce qu'on a besoin de blanc pur, nous, dans nos travaux, et aussi pour travailler dans les mélanges et pour opacifier l'ensemble. J'espère que j'ai été clair. Voilà. C'est plutôt la l'huile, ce question, mais bon, ça arrive aussi à l'acrylique en extra fine. Une petite question technique où je peux mettre de l'acrylique du prisme et du moon sur de l'acrylique. Oui, ça y est, j'ai cassé un truc. Oui, on peut mettre du moon et du prisme sur l'acrylique, mais la question de Joël, c'est sur de l'huile. Mais non, il n'y a rien de recommandé sur l'huile. L'huile, c'est quand même une technique classique. Si vous faites les sorciers et les sorcières sur la peinture à l'huile, il faut vous attendre à ce que de temps en temps la recette elle rate ou elle vous donne des effets imprévus, qui craquellent, qui évoluent dans le temps, etc.
On n'est pas dans un univers fini, voilà, très 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 prévisible quand on travaille sur l'huile. Et puis le problème, c'est que même s'il y a des effets sympas, on va dire, de craquement, etc., ça, c'est pas gênant. Le problème, c'est la longévité. C'est-à-dire que si vous faites des trucs qui sont pas compatibles dans le temps, vous savez, l'huile met longtemps à se transformer, à durcir, et donc longtemps après, il peut y avoir des transformations. Donc c'est pas recommandé. Si vous faites les sorciers, les sorcières, des trucs rock'n'roll, des mélanges, des trucs, travaillez sur une base acrylique. C'est quand même plus simple. C'est quand même beaucoup plus simple. Et l'huile, vous la gardez pour les couches supérieures, gna 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 gna, je le dis à chaque fois, ou alors pour des tableaux purement à l'huile, au pinceau ou au couteau. Est-ce que c'est clair, Joël? Oui, effectivement, on peut attendre que ça sèche, on peut faire le truc. Par contre, il y a un camarade sympa qui répond des trucs, mais il parle de mettre du Bindex. Le Bindex, attention, le Bindex, c'est pas un machin complètement universel, c'est un liant acrylique. Hein. L'origine, le Bindex, le binder acrylique, Bindex est une marque, ça permet, mélanger des pigments, de faire de la peinture. Voilà, et on s'en sert, on le détourne, vous et moi, tous, on le détourne pour faire du vernicole, pour faire du transfert d'image, pour s'en servir un peu pour plein de trucs, pour faire des collages et tout. Mais là, sur de la peinture à l'huile, avec du moule et du prisme, j'ai un peu du mal quand même. Voilà, voilà. Une petite question qualité de matériel. Ah oui, crayon sanguine et pastel. Comment tailler ces crayons? Alors, on change d'univers. On va avec Sylvie dans le monde du coloriage, je pense. Comment tailler ces crayons sans que la mine se casse? Alors, première chose, j'ai lu la question, et quand j'entends parler de tailler un crayon pastel, avec un taille-crayon, ça me fait grince, ça me fait des frissons. On imagine, vous savez, les ongles sur un tableau noir. Il ne faut pas utiliser un taille-crayon pour des crayons pastels, ou des crayons qui ne sont pas gras, je trouve. On fait ça avec soit un cutter, c'est quand même vraiment bien. Un cutter, vous coupez ça, ok, c'est peut-être un peu dangereux, vous faites gaffe, vous ne mettez jamais les gestes vers vous, toujours vers l'extérieur, etc. Mais avec ça, ça permet de se tailler grossièrement et de finir avec de la toile émerie. Vous savez, on vend même d'ailleurs nous des petits paquets avec des petites planches de bois, planchettes de bois avec plein de couches de toile émeric pour pouvoir tailler et affiner nos crayons. C'est vrai pour tous les crayons de bois, pour tous les crayons carbone, mais c'est vrai aussi pour les crayons sanguines et pastels qui sont très très secs. Quand ils sont plus gras, quand il y a un peu plus de cire à l'intérieur, les crayons de couleur, on peut les tailler. Mais souvent, en plus, le crayon il va tomber, il va se casser. Enfin, c'est pas très pratique. Donc, c'est l'enfer. Ouais, cutter papier de verre, moi, c'est ce que je fais. Alors, il y a Sylvie, qui dit un katana seigi. Je ne sais même pas ce que c'est. Alors, si vous avez l'info, vous me dites ça. Bon, ça se trouve pas de toute façon, ni chez Casto, ni sur beaux-arts.fr, etc. Alors, cutter papier de verre. Par contre, les tailles crayons, vous savez, mécaniques là, ou même électriques, mais j'en ai un mécanique, là, c'est dans l'atelier, je vous montrerai, ça existe en plastoc ou en métal. Ils sont vraiment bien, vous les fixez sur un support si vous coloriez beaucoup. Et puis ça permet de coincer le taille-crayon, et puis en tendant une manivelle, là, il y a plusieurs ouvertures possibles, et les mines cassent beaucoup. Voilà. Et surtout quand les lames sont neuves. Allez, on avance. Alors Zacker, ça doit être son prénom, qui dit plein de choses sur la résine cristal. Il a fait plein d'essais, et il veut faire couler la résine cristal un peu partout. Enfin, un peu comme vous tous. La résine cristal, c'est magique, c'est un effet génial, mais est-ce que je peux en poser partout? Alors, il veut faire ça sur un dessin. Alors le dessin à l'acrylique ça marche, pastel, de la résine sur le pastel, vous imaginez les mélanges, coucou, et puis de l'encre de Chine, non pas question, enfin pas question, c'est toujours la question, mais si c'est dans l'abstraction, eh ben, il faut prendre le risque que ton tableau abstrait, il y a des questions mais je ne les vois pas, c'est trop loin, je suis désolé, pas en direct. Il faut prendre le risque que ton tableau abstrait il se transforme en un autre tableau abstrait, parce que la résine va intervenir, et c'est quand même un milieu très, comment dire, c'est un milieu très humide. Et c'est très très loin à sécher, ça met 24 heures. Et vous savez, quand on travaille dans les résines, même la transformation des encres à l'intérieur ou des résines de couleur, elle met super longtemps. C'est comme un travail dans le miel. Donc il y a tout qui passe, quoi. Les machins vraiment secs, l'acrylique, qui, encore une fois, on retombe là-dessus, hein, ou les vinyliques, qui résisteront à ça. Alors les pastels et tout, essaye de fixer avant, mais rien qu'en fixant, ça suffit pas. Tu fixes pas définitivement. Je ne vois pas de solution. On peut essayer, attendez, on peut essayer, hein, mais c'est pas un truc infaillible. Alors c'était un tableau génial au papier, la résine. En plus, c'est super dur de travailler proprement. Enfin, pour moi au moins, c'est dur de travailler proprement à la résine. Hein, ça coule un peu de partout. Mais c'est beau quand ça marche. Sylvie, qu'est-ce qu'elle dit? J'étais sur une toile de lin après avoir laissé un du papier, pas de carne. Bien. Oh, ouais, bah, je suis d'accord, Sylvie, t'as raison, ça marche, mais il faut que ce soit hyper lisse. Parce que tu mets de la résine sur une toile sans faire de bordure,
On a fait l'exemple avec Valérie Telesca, on a tourné des dernières vidéos sur Courbosa pour retravailler les résines, parce qu'il y avait d'autres choses à aller investiguer. Euh, il faut être vigilant, hein, parce que dans les 2-3 premières heures, si tu as un demi-millimètre d'écart, tu as le tableau qui se décolle sur le côté. Il faut faire attention, quoi. Et pourtant, ici, on est à plat, on est dans le nord. Le nord, c'est plat. Ok. Pascal, peinture à l'huile, certains peintures. Ah oui, ah oui, Pascal. Ah oui, Pascal, j'ai déjà répondu. Pas en m'énervant, mais en fronçant mes sourcils. Il veut utiliser de l'huile de noix et l'essence de térébenthine. Bon, pourquoi pas? Mais comment veut-il que je lui donne moi des conseils sur un mélange comme ça si je ne l'ai pas fait moi-même? Donc, et j'ai pas fait l'huile de noix et de la térébenthine parce que je vois pas l'intérêt. Alors, sauf si ça a des propriétés géniales, mais l'huile de noix, je vois pas pourquoi ce serait ou plus cher ou plus simple, ou, pardon, ou moins cher ou plus simple d'emploi que des huiles de lin qui sont très inertes, qui sont inertes parce qu'en fait, je ne sais pas si l'huile de noix elle est inerte dans le temps et je vois pas, à part l'odeur peut-être, je vois pas l'intérêt de travailler avec ça. Ou alors faire des expériences. Mais donc ça veut dire que si on fait des expériences, il doit y avoir des caractéristiques chimiques intéressantes. Eh bien, j'en connais pas. Moi, je ferais pas ça, sauf si on a envie de faire encore une fois des expérimentations, quoi. Alors il faut si en plus il faut la faire cuire pour accélérer le durcissement. C'est vrai qu'une huile cuite accélère le durcissement de la peinture. On est dans de l'expérimentation là, un peu poussée, comme ce que on faisait avec Catherine Courdil, vous savez, cette artiste que j'ai beaucoup filmé, qui fait des techniques anciennes et qui construit elle-même ses médiums et ses huiles et ses vernis. Voilà. Bon, allez, on s'accroche, Pascal. Sandrine, elle veut décorer une boîte de bois avec du Bindex. Alors bon, pour résumer, pour élargir le truc, euh, quand vous voulez travailler sur un support quel qu'il soit, si vous voulez qu'il y ait une bonne accroche, l'idéal effectivement c'est de le préparer en le ponçant, l'abrasant avec un papier abrasif et en passant du Bindex. On laisse sécher du Bindex, du gesso. On laisse sécher, on abrase, on met du Bindex, du gesso, c'est pas possible, je vais tout couper, je peux pas couper, et on abrase. Voilà, jusqu'à ce qu'on veuille obtenir son support prêt à travailler. Sauf si on veut exploiter les couleurs et les veinures, etc. de ce support, de ces matières-là. Et dans ce cas-là, on travaille sur les matières à vif. Par exemple, sur une tuile, si vous travaillez sur une tuile, si vous la recouvrez complètement, il n'y a plus d'intérêt de travailler sur une tuile. Enfin, je vois pas. Donc, il y a des moments où on prend un peu des risques. Si les supports sont poreux, accrocheurs, avec la porosité, on va s'accrocher, on va peut-être perdre un peu de pigment, mais on va pouvoir avoir une bonne accroche. S'ils sont super lisses comme du verre, parce qu'on me repose des questions sur du verre et du miroir, là vous prenez des risques, coucou. Et prendre des risques, ça fait partie de notre métier, notre dur métier d'artiste expérimentateur, mais avec quand même au fur et à mesure de l'expérience qui se construit. Si vous voulez travailler sur des surfaces transparentes et faire des collages, etc., il y a une autre question là-dessus, travaillez plutôt sur du plexiglas. C'est moins cher, a priori. Enfin, c'est pas beaucoup plus cher. Ça se coupe facilement à vos dimensions chez vous sans passer par des trucs. Et en plus, le fait de poser des couches va faire quoi? Va y avoir une agression en fait. Le plexiglas va être agressé par le Bindex, le gesso, la peinture, etc. Et donc l'accroche va se faire bien mieux. Moi, le truc que j'ai peint sur plexiglas, ça tient toujours, quoi. Sauf la gouache qui se gratte de toute façon parce qu'elle est trop douce. Il n'y a aucune agressivité dans la gouache. C'est de l'eau, du pigment. Et ça tient pas. Mais le reste tient bien. Sur du verre, vous revenez derrière avec une lame de cutter et vous pouvez tout décaper, quoi. Et moi, je vous l'ai dit, j'ai déjà sur un miroir, j'avais fait des collages, des trucs, mais au bout d'un moment, ça sèche tellement que ça se décolle, quoi. Voilà, c'était qui? Je suis perdu. C'était... Ah oui. Après, Anne-Claire me pose une question. On rebascule dans le monde, je crois, du coloriage avec les crayons Blender et Burnisher. Quelle est la différence? Le Blender, c'est un mélangeur. Il y en a dans plein de techniques, dans les feutres et dans les crayons. En fait, c'est un crayon qui ne contient que le médium, que le liant à l'intérieur. C'est un crayon de couleur, entre guillemets, transparent, qui contient, vous voyez, imaginez, un crayon de couleur à cire, il contient que de la cire. Ça permet de faire des mélanges. En préparant votre support avec ça, ça vous permet de mélanger les couleurs sans à-coups et sans trait de crayon. Voilà. Le blender pour faire des mélanges. Et ça existe avec les feutres, en feutre et en crayon de couleur. Et le burnisher, alors j'arrive pas à trouver le mot, tout à l'heure je l'avais trouvé, c'est quelque chose qui va rendre plus jolie, plus brillante J'arrive, ça y est, j'ai reperdu le mot. L'exemple, par exemple, vous dessinez une pomme au crayon de couleur et vous voulez qu'il y ait un reflet. Avec le burnisher, vous allez pouvoir travailler ce reflet pour que ça resplendisse un peu plus. Voilà, c'est un petit peu comme
Un truc qui va faire un peu satiner l'ensemble et puis rendre les couleurs un peu plus pétantes. Je ne trouve pas le mot, la traduction, si vous l'avez, n'hésitez pas. Ça sert à ça. Donc le blender pour les mélanges, plutôt en dessous, entre guillemets, pour simplifier. Hein. Et le burnisher plutôt au-dessus pour magnifier, pour transformer un peu l'effet et pour faire des effets. Voilà, voilà. Françoise dit, qu'est-ce qu'elle existe avec le vernis pour acrylique entre satiné et brillant? Ah, alors c'est ce que je viens de dire. Tu prends dans la même marque, plutôt acrylique, et j'ai en tête, sans privilégier de marque, mais chez Liquitex, il y a plein de vernis dans toutes les finitions possibles, ils sont tous compatibles. C'est génial ça. Tu achètes du mat, tu achètes du brillant et tu fais tes mélanges. Et tu regardes. Je ne peux pas t'en dire plus. Si effectivement le brillant il est brillant, et si tu n'aimes pas le brillant, il ne faut pas faire de vernis brillant. Le mat a les mêmes propriétés chimiques que le brillant. En général, on rajoute un peu de cire en fait, dans les vernis pour les matifier. Et en les mélangeant, tu vas pouvoir avoir différentes, et je l'ai fait, j'ai fait le test, c'est dans le magasin, pour ceux qui sont dans le coin, avec des bandes différentes en fonction des différents vernis et des différentes finitions. Donc c'est bien en ayant dans la même marque un mat, un brillant, ça te permet quand tu n'es pas satisfaite de repasser une couche, puisque c'est toujours la dernière couche qui a raison. Même si on passe plusieurs couches de vernis pour protéger la toile, c'est la dernière qui a raison en termes de finition, de brillance ou de matité. Hein, si tu as fait 3 couches de brillant, la dernière mat, l'ensemble va être mat. Donc tu peux, encore une fois, Françoise, faire encore un mélange en rajoutant un peu plus de brillant si ça n'était pas assez, ou un peu plus de mat si ça l'était trop. Voilà. Et empêche la reproduction. J'espère que c'est bien. Mais c'est vrai qu'on boucle avec Françoise sur une question de problème de photographie et de reproduction. C'est vrai qu'il vaut mieux faire ça avant de vernir ou en ayant verni mat. C'est pour ça qu'il y a des peintures mat d'ailleurs qui permettent aux publicistes en particulier de faire des affiches, faire plein de produits qui sont photographiés, dessinés à être photographiés et reproduits. C'est beaucoup plus simple que de travailler avec des lumières diffuses, etc. Beaucoup plus simple. Dorian, qu'est-ce qu'elle dit? Elle peut pas être là, mais c'est pas grave, on se verra en replay. Tous les bons produits, quel est le meilleur pour coller en transparence sur des matières sur du verre? Voilà, ça j'ai déjà répondu, Dorian. Moi j'ai déjà fait l'expérience il y a quelques années, et au-delà du conseil du entre guillemets pro qui dit attention, faites attention, il n'y a pas de faites attention, il y a un miroir dans l'entrée baroque rempli de plein de trucs collés, et au fur et à mesure, ça tombe. Une fois par mois, il y a un machin qui tombe parce que ça sèche et que ça tient pas. Voilà, voilà. Et je crois que c'est tout. Puisque grâce à Shelly, tout avait été regroupé au même endroit. Alors, quand Shelly poste un coucou les loulous, allez-y, posez des questions, allez-y, répondez, parce que c'est elle la chef qui m'aide à mettre un peu d'ordre. Et puis surtout, le travail super qu'elle fait après, c'est qu'elle prend cette vidéo et puis elle va la mettre sur Cours Beaux-Arts dans le forum pour répondre à toutes les questions, en postant les questions pour l'éternité, toutes les questions que vous avez posées, elles puissent servir à tout le monde, et que si vous posez des questions similaires, vous puissiez retrouver avec cette forme d'indexation, coucou, les réponses aux questions. Bref, c'était un peu long, c'était sympa. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Continuez à poser des questions, on n'a pas fini de se prendre la tête dans les beaux-arts. Il faut surtout se faire du bien, rappelez-vous ça. On peut se poser des questions techniques, mais ça ne doit pas nous bloquer. Si vous êtes dans un univers qui est trop technique pour vous, avec trop de questions, changez de logiciel, changez de projet, changez de tout, faites-vous du bien, ratez, comme ça me donnera moi de l'expérience pour pouvoir en parler à tous les autres. Puis donc voilà, à très très bientôt, ciao ciao.